La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papille. En tant que grande consommatrice et amatrice, cela faisait bien longtemps que j'avais envie de faire un épisode autour du thé. Parce que si l'on en boit parfois tous les jours, combien d'entre nous savent vraiment comment il est cultivé, récolté et parfois associé pour créer de délicieux thés parfumés ? En 1919, s'ouvre la toute première boutique de thé à Paris. Et ce n'est autre qu'Arthur Bechman qui est derrière tout ça. Presque 110 ans plus tard, la maison Bechman & Barton continue de nous régaler de thés finement sélectionnés et de créations parfumées. Alors j'ai rencontré Lucie Lardouin, la responsable développement de la maison, pour en apprendre plus sur cette boisson. Bonne écoute! Bonjour Lucille. Bonjour Léa. Comment vas-tu ? Très bien, je te remercie. Bah écoute, merci beaucoup de me recevoir. C'est ce que je te disais juste avant. Je suis une grande fan de thé depuis des années, mais j'ai encore jamais fait d'épisode autour de ce sujet. Super. Donc je suis super contente de pouvoir discuter de tout ça, surtout que je pense qu'il y a aussi plein de parallèles dans la création d'un thé par rapport à la création d'un gâteau. Tout à fait. Et surtout que j'ai découvert du coup la maison Bechman & Barton grâce à la collaboration que vous aviez faite avec Lionel Chauvin. Tout à fait, on pourra en parler un petit peu. Donc en plus, ça fait un très bon pont. Donc il y a plein de questions que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Je suis super contente de pouvoir discuter de ça. Pour commencer, je voulais un peu revenir sur ton parcours au prisme des saveurs. Ok. Et la première question, c'est c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petite ? Celle-là, je la pose à tout le monde. Ok. Alors, est-ce que je peux en citer deux ? Tu peux en citer deux. Alors, j'ai ma Madeleine de Proust, qui est vraiment le dessert que j'adorais quand j'étais petite, que j'aurais aimé manger toute ma vie. Malheureusement, ce ne sera pas possible parce que c'était la tarte fine aux pommes que faisait mon petit papy, qui était juste incroyable. Voilà, donc je dirais que s'il y a un dessert que j'aime particulièrement, ça serait le tiramisu. Ah ouais. Mention spéciale à celui de ma maman et de ma grande-tante quand même. Mais le tiramisu, c'est un dessert que je peux manger super souvent. Et j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps celui à la pistache. Je peux me laisser un peu avoir par cette petite variante. Mais est-ce que, parce que tu vois, donc moi aussi dans ma famille on fait le tiramisu et tout. Et du coup, je trouve que souvent les tiramisu au restaurant sont très décevants par rapport au tiramisu qu'on connaît. Ouais. Alors ça peut, mais il y a en fait, moi, mes tiramisu préférés, c'est pas ceux qui arrivent à l'assiette dans une petite verrine. Non, ou voilà, c'est ceux qui arrivent dans le plat, dans les très bons Italiens à Paris. Voilà, on en connaît pas mal, et c'est ceux-là que je préfère où en fait on vient piocher la part dans le plat. Et moi, c'est vraiment ceux que j'adore. Ah oui. Pur mascarpone, c'est ça, tout à fait. C'est quoi le tout premier thé que t'as goûté ? Alors, le premier dont tu te souviens, tu vois, ton premier souvenir. Pas forcément un thé incroyable, mais... D'accord. Alors, le thé, en fait, je vais pas dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite, ça serait un peu fort de café, mais je suis issue d'une famille de buveuses et buveurs de thé. Donc, en fait, pour moi, le thé, c'est ce qui va rythmer un peu le moment de la journée. Donc, j'ai pas un thé en particulier dont je me souviens, mais je sais que ce soit ma maman, mes tantes, mes grands-parents, on a un thé le matin, un thé le midi après manger, un thé pour le goûter, une tisane le soir avant d'aller se coucher. Donc, je dirais que j'en ai au moins 3 ou 4. Le matin, c'est l'Earl Grey. Globalement, j'invente pas grand-chose avec ça. Après, je dirais des thés beaucoup plus gourmands l'après-midi. Donc ça, c'est quelque chose en général qu'on aime bien. Et une tisane le soir, une verveine, en fait. C'est pareil, je révolutionne pas le monde avec ça. Mais je dirais que les grands classiques, globalement.
Et donc, le matin, c'est toujours un Earl Grey. Tu déroges jamais à la Alors, règle. plus maintenant. Ah. J'ai changé, mais celui dont je me souviens, et si on me dit quel est le thé que tu buvais quand tu étais petite, je dirais un Earl Grey. Aujourd'hui, j'ai quand même une belle variété autour de moi au quotidien, donc j'aime bien varier les plaisirs. Est-ce que tu as un thé préféré? Non. Enfin, j'en ai que j'apprécie particulièrement, mais en fait, un thé... je vais avoir un thé préféré, oui et non, c'est-à-dire que pour moi ça varie à la fois selon le moment de la journée, donc j'ai du thé que je préfère le matin, l'après-midi ou le soir, et ça va aussi varier selon les moments de l'année, selon les saisons, selon mon humeur un peu du moment. Après, le matin, très souvent, j'aime beaucoup les thés classiques. Je vais me diriger soit vers un Darjeeling, soit vers un thé de Yunnan. Donc, ce sont des thés qui ne sont pas parfumés. Ou alors, le thé un petit peu du bureau qu'on boit, nous, généralement, c'est le Paris s'éveille. Donc, c'est un thé semi-fermenté, un oolong, avec des notes de céréales, caramel toffee, chocolat, mais hyper subtil et voilà, très très bon, pas du tout sucré ou quoi que ce soit. Voilà. C'est assez rigolo. Donc, le matin, pas de thé parfumé. Non, moi pas Nature. spécialement. Ouais. Nature plutôt. Mais ça dépend. Après, si pour X ou Y raison, je passe à côté des boîtes de thé, je dis tiens, ça fait super longtemps que je me suis pas fait un Eden Rose, je vais boire un Eden Rose avec de la lavande, de la rose, de la bergamote, avec grand plaisir. Mais intuitivement, je vais plutôt aller sur un thé classique. Et alors, quand est-ce que tu as décidé de travailler dans, du coup, dans l'univers du thé? Alors, ai-je vraiment décidé? Je me suis franchement pas levée un matin en me disant tiens, et si je travaillais dans le monde du thé? Non, pas du tout. En fait, l'histoire, elle commence en 2019. Je suis en train de faire mes études et j'apprends que je suis acceptée dans le master que je voulais, qui était à l'IGR IAE à Rennes, donc en Bretagne. Et en fait, ce master devait se faire en alternance. Donc, je me rends assez naturellement au salon de la franchise à Paris. Et puis, j'y vais vraiment sans but précis. Je me dis, bon, je veux trouver une alternance. La food, ça me plaît particulièrement, mais je marche beaucoup au feeling à la rencontre. Je me dis, on verra bien. Et c'est sur ce salon que je rencontre Agnès de Fontaine, donc la directrice générale exécutive de la maison. Et on a eu ce qu'on appellerait aujourd'hui, avec du recul, un coup de cœur vraiment professionnel en fait à ce moment-là. Et donc elle me dit bon bah moi je cherche pas forcément quelqu'un, mais l'opportunité fait peut-être que. Et moi je dis bon bah moi je cherche une entreprise, c'est peut-être en effet l'opportunité qui fait que. Et donc on s'est dit bah allons-y, essayons. Et donc en septembre de cette même année, je commence en alternance. Donc c'est comme ça que je suis arrivée dans le monde du thé. Ça fait maintenant un peu plus de 6 ans et voilà. Et qu'est-ce que tu as découvert sur cet univers? Tellement de choses. En Est-ce fait, qu'il y a des choses surprenantes auxquelles tu t'attendais pas? oui, en fait, le thé, on va pas dire que tout le monde connaît le thé, mais globalement à peu près, mais personne ne le connaît vraiment. C'est comme Oui. le vin, c'est comme le café. Et en fait, j'ai découvert un produit, mais juste passionnant. C'est vraiment, on pourrait en parler pendant des jours entiers. Mais que ce soit par rapport au produit, on va dire déjà en lui-même, qui est hyper riche par rapport à toutes les origines qu'on en a, par rapport à tous ces procédés de fabrication. Moi, je connaissais vraiment pas en détail cet univers-là. Et après, il y a toute la partie dégustation, habitudes de consommation selon les pays. Donc en fait, j'ai voyagé, enfin j'ai découvert un voyage infini autour de ce produit que je pensais franchement pas aussi dense, intéressant, voilà, qui a une dimension culturelle hyper intéressante. Alors, sur les habitudes de consommation, si on fait en France, par exemple, quelles sont les habitudes de consommation des Français et Françaises? Alors, les données précisément, elles dépendent vraiment de chacun. On peut faire un peu éventuellement des comparaisons pour situer, c'est peut-être un petit peu plus facile. Globalement, en France, donc on boit du thé, on en boit beaucoup moins que ce qu'on en boit en Angleterre. Oui, c'est ce que j'allais dire, on n'est pas un Pas pays du des tout. plus... On est consommateur, on est à peu près, si on lit, ça a 400 grammes de thé par habitant par an. En Angleterre, on est à 3 kilos. Donc Ah oui, voilà. 3 kilos. Rien à voir, tout à fait. En fait, Pas je du me rends tout pas les compte, mêmes thés. Je saurais même pas dire, tu vois, moi, J'imagine. combien de thé je... Et bah oui, c'est un petit peu, voilà, on sait qu'on boit une tasse de temps en temps, plus ou moins grande, bon, bah, enfin voilà. Mais on en boit beaucoup moins que les Anglais et on boit très différemment. Les Anglais, ils vont pas rechercher spécialement un super bon thé. Ils vont chercher du thé, un thé qui est un peu à leur goût, donc on leur doit pas mal d'assemblages de thé. Parce qu'il y a du lait après. Voilà, ils rajoutent du lait ou ils rajoutent une petite pointe d'orange. Donc finalement, bon, une fois qu'on a rajouté du lait, c'est vrai que c'est un peu dommage de se faire un super grand cru pour rajouter du lait, quoi.
Ouais. Donc, on le consomme un peu différemment. On a un essor quand même considérable de la tisane et du rooibos ces dernières années, qui rend aussi l'univers en fait de l'infusion du thé de manière générale hyper intéressant, hyper dense aussi. Et on va le consommer encore très différemment, on va dire des pays asiatiques. Typiquement en France, on est quand même des consommateurs, par exemple, de thé fumé. C'est quelque chose qu'on ne consomme pas en Asie quasiment du tout. Donc voilà, et après, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, qu'on est un petit peu plus consommateur de thé vert que de thé noir. Pareil, le thé vert a connu un essor quand même assez considérable les dernières années. Et par exemple, en Angleterre, ils consomment très peu de thé vert, non? Tout à fait, Ouais. ils sont principalement sur du thé noir. Ils aiment bien les thés un peu corsés, avec du caractère, limite un peu astringent. Mais effectivement, parce que tu ajoutes du lait après, et du coup, ça permet d'avoir du goût. Tout à fait. Je pense que si tu ajoutes du lait dans un thé vert, c'est pas... Ça se tente, hein. On le voit bien avec le matcha, par exemple. Typiquement, on a du thé vert et du lait, enfin, quand on le fait, latte, hein, j'entends, parce que le matcha classique, c'est pas avec du lait. Oui. Mais un matcha latte, comme on en voit régulièrement, c'est quand même sur du thé vert. Mais oui, on est sur une consommation un peu différente. Et quand tu parles de thé fumé, c'est quoi spécifiquement? Est-ce que c'est une variété de thé très spécifique? Est-ce que c'est la façon de le préparer après? Alors, c'est la façon dont il est produit. Okay. En fait, on le consomme comme du thé classique, mais il a été fumé au préalable, on va dire dans la tradition, au bois d'épicéa. Voilà. C'est un thé qui arrive un peu par hasard en Chine. Si on rentre un petit peu dans l'histoire, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'on est, on doit être au 19e ou quelque chose comme ça. Et en fait, je ne sais plus exactement quel grade avait quelqu'un de l'armée en Chine. Et en fait, c'était plus ou moins la guerre, en tout cas dans cette région où le thé fumé est né. Et en fait, la personne gradée là, est tombée sur un petit fermier finalement qui faisait du thé. Il lui a dit, on réquisitionne ton grenier à thé, on fait dormir les soldats. Puis là, le petit fermier, il se dit, oh là là, mais moi j'ai mon thé, il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore sec, comment je vais faire? Donc il a commencé à vouloir faire sécher son thé rapidement, donc il a fait brûler de l'épicéa, donc son thé a fumé, a séché un peu plus vite, mais il avait une odeur pour lui mais nauséabonde complètement quand il est sorti. Et puis c'est l'époque où les Anglais arrivaient un petit peu pour voir ce qui se passait. Il s'est dit, oh bah tiens, je vais trouver un Anglais là, il va m'acheter mon thé sans trop savoir ce que c'est, et puis je le reverrai jamais, je vais vendre mon thé et terminer. Bon, l'Anglais est revenu 1 an et demi après parce que ça a cartonné, et finalement les Anglais voulaient du thé fumé. Bon, voilà un peu l'histoire du thé fumé. Donc il est vraiment fumé au bois d'épicéa. Ok. Voilà, c'est le célèbre Lapsang Souchong. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, c'est quel pays le plus consommateur de thé aujourd'hui? Alors, je crois que c'est l'Inde. Okay. Voilà, par rapport à la densité aussi de population, mais les pays qui en consomment le plus, ce sont l'Inde, la Chine, le Japon. Donc, globalement, ce sont eux qui se battent un petit peu en termes de consommation. Et alors, déjà, toi, pour faire le lien avec Benjamin & Barton, est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque Benjamin & Barton? Je dirais que le thé un peu emblématique que je vais associer à la maison, j'en ai 2. Il y a le Pushkin, qui est un thé aux agrumes, donc on en parlait un petit peu avec notamment, entre autres, de la bergamote, qui est un thé assez iconique de la maison. La recette a plus de 50 ans maintenant, donc il fait vraiment partie intégrante de la carte. Et le Eden Rose, dont je parlais aussi juste avant, avec des notes de lavande, de vanille, de rose et de bergamote. Ok. Bon, sur tout ça, j'ai très envie d'en parler, sur toute la partie création, mais avant ça, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de la maison, justement? Tout à fait. Donc, Benjamin & Barton, comme son nom l'indique, ça a une consonance un petit peu anglo-saxonne. Donc, en fait, c'est l'histoire de 2 anglo-saxons assez passionnés de thé, notamment d'Arthur Benjamin, qui ensuite s'associera à Percy Barton. Il arrive en France à l'entre-deux-guerres. On est en 1919, et il se rend compte qu'à Paris, il n'y a pas de boutique de thé par rapport à l'Angleterre. Donc, voilà. Terrible. Il voyage, il se dit, c'est quand même quelque chose, parce qu'à l'époque, on achète son thé à l'épicerie, principalement, ou dans des magasins d'épices, ou ce genre de choses, mais on n'a pas de boutique de thé comme eux, ils ont. Donc, il rentre chez lui en Angleterre, et puis, il en parle avec son épouse, sa fille, et puis il décide de poser leurs affaires, leurs bagages à Paris, et de monter la première boutique de thé à Paris. C'est pour ça, Benjamin & Barton, c'est vraiment la première boutique de thé de la capitale. Donc, ils ouvrent rue de Suresnes. Donc là, au moment où on tourne, on est à la boutique du boulevard Malesherbes, dans le 8e. Donc, rue de Suresnes, c'est juste derrière.
on ouvre cette petite boutique où on a à l'époque une quinzaine de références de thé, ce qui est déjà vraiment pas mal pour l'époque. Et à l'époque, c'est quel type de thé ? Des grands classiques, du thé noir principalement, qui vient d'Inde, de Chine, un peu de thé vert aussi, mais on n'entend pas trop parler des thés parfumés. C'est pas ce qu'il y a de plus. Il va y avoir un Earl Grey, mais globalement, ça va s'arrêter. Les thés parfumés, ça va être assez court. La gamme va être assez courte. Donc voilà, et puis il va accompagner finalement ce thé de produits anglais. Donc on va retrouver des scones, on va retrouver un petit peu de saumon fumé, du bacon, des produits vraiment très anglais. Et puis les années passent, donc il continue de voyager un petit peu à travers le monde. Et en fait, il place un directeur, Percy Barton, avec qui il va s'associer, et c'est de là que va naître Bedgeman Barton. Donc la société reste dans la famille pendant quelques années. La fille d'Arthur Bedgeman reprendra d'ailleurs les rênes de la société quelques années plus tard. La boutique va se déplacer rue de Suresnes sur le boulevard Malesherbes en 1965. Donc là, vraiment, on est dans la même boutique depuis 1965. Et là, l'offre va évoluer un petit peu au fil des années, au fil des attentes des clients aussi. Donc la gamme va s'étendre. On va avoir donc du thé classique, un peu de thé parfumé. Donc au début, ça a été les thés noirs qui ont été parfumés. Ensuite, les thés verts. Les thés verts sont devenus parfumés en plus avec un peu plus, on va dire, de subtilité que ne l'était les thés noirs au départ. Au début, on trouve un thé noir à l'abricot, à l'ananas. Et puis après, avec les thés verts, on est venu s'amuser un petit peu. Et ça vient d'où ? Enfin, tu vois, pourquoi est-ce qu'au départ, enfin, j'imagine que c'est par la consommation, mais je veux dire un peu qui, tu vois... C'est par la consommation, c'est par les nouveaux métiers qui sont arrivés, par les recherches qui ont été faites globalement au niveau de l'industrie agroalimentaire. On a découvert les huiles essentielles aussi, donc c'est arrivé un peu au fil de l'eau et selon vraiment les habitudes de consommation. Donc c'est là qu'on a eu les premiers thés Christmas, par exemple, avec les épices et tout ça. Donc c'est vraiment arrivé comme ça. Et puis après, ça a vraiment aussi fait partie de l'ADN de la maison que de travailler des recettes toujours un peu couture, très inspirées de l'univers du parfum, ou de la bougie, de la sensorialité, où on vient chercher des mélanges un petit peu sexy, un petit peu élégants, qu'on n'allait pas forcément trouver dans d'autres maisons de thé. Donc voilà, et puis on a perpétué un petit peu toutes ces traditions au fil du temps, puisque aujourd'hui encore dans la boutique, on retrouve de la vaisselle anglaise, de l'épicerie française aussi, mais on trouve du beau et du bon, comme ça l'est depuis toujours. Et en fait, on essaie de garder en tout cas cette direction de mêler tradition et modernité, puisqu'on a un héritage 100 ans de maison, c'est quand même assez beau. On a un héritage qui est super intéressant à explorer, et toutes les maisons ne peuvent pas se tarer de cette histoire. Donc voilà un petit peu comment on évolue au fil du temps. Et puis après, la maison a évolué, donc elle s'est ouverte à l'international avec des franchises qui ont ouvertes. Donc on en a eu un peu en région parisienne, on en a en Suisse, en Pays-Bas, au Japon par exemple. Et puis on s'est ouvert aussi au marché de l'hôtellerie et de la restauration. Donc on sert de manière assez historique de très beaux hôtels, restaurants et palaces parisiens depuis de longues années. Donc voilà un petit peu l'environnement dans lequel a évolué Bedgeman au fil des années. Ok, du coup c'est assez... Tu vois, je pensais que c'était plus ancien les thés parfumés. Finalement c'est assez récent globalement. C'est pas très très vieux. Ouais. Ça date des années 80, 70-80 à peu près. Je le dis pas avec une certitude extrême, parce que peut-être que certaines maisons, mais c'est assez récent. Et puis après, on a eu les tisanes, et il s'est passé un peu la même chose sur les tisanes. Avant, on avait la verveine, la camomille, la fleur d'oranger. Maintenant, on a des mélanges un peu plus élaborés aussi, où on va venir mélanger à la fois des plantes, des fleurs, parfois même des fruits, des légumes qu'on peut retrouver dans des tisanes un peu nouvelle génération, quoi. Oui, et c'est vrai que effectivement, ça doit être tout ça qui a permis aussi de... Comme tu dis, parce qu'en fait, quand tu le dis, tu vois, genre avoir une image à la fois un peu authentique et en même temps moderne, ce que je trouve assez rigolo, c'est que, tu vois, je trouve que le thé, finalement, ce qui fait un peu la qualité premium d'un thé, c'est l'image ancienne, tu vois. Enfin, renvoyé, d'accord. Enfin, je trouve. Ok. Tu vois, que justement, enfin, non, mais en tout cas, je veux dire, quand tu dis ça existe depuis longtemps et tout, ça apporte une légitimité, une crédibilité à la marque. Ouais, je sais pas. Puis en fait, j'ai du mal, enfin, comment dire, dans le sens où, tu vois, quelle est la possibilité d'innovation dans le thé ? Parce que... Elle est immense. Ah ouais ? Ah mais c'est immense. C'est-à-dire que c'est un produit qui est super vivant, le thé. On pourrait, chez Bedgeman Barton, on a déjà 6 Earl Grey
ok, ça, c'est bien, on pourrait en avoir 25. Ok. C'est-à-dire que déjà, si on veut un Earl Grey sur une base de thé noir, de thé vert, de thé oolong, de thé blanc, de thé jaune, on peut. Si on veut, parmi ces thés-là, un thé noir d'origine de Darjeeling, un d'Assam, on peut encore segmenter par origine, par typicité de produit. Et on peut changer aussi l'agrume en lui-même. Par exemple, la bergamote, on peut choisir différentes bergamotes, différents moments de cueillette de la bergamote. Enfin, je veux dire, les possibilités sont illimitées. Et puis après, on peut jouer avec juste des petits pourcentages, de se dire, bah là, je vais mettre un peu plus Oui. de bergamote, là, je vais mettre un peu plus de lavande. Les possibilités sont infinies, vraiment infinies. Oui, mais tu vois, c'est vrai que du coup, moi, je trouve ça. Il y a toujours un côté. Finalement, on reprend ce qui se fait. Tu vois, le Mhm, Earl Grey. Enfin, on reste dans les mhm, classiques, entre guillemets, du mhm. thé, parce que c'est ce qui plaît, etc. Et. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, je trouve que, tu vois, il y a un côté très. Finalement, ce qui fonctionne, c'est aussi la La tradition. tradition, voilà. Après, c'est à nous, on va dire, d'éduquer un petit peu le client, en lui disant, bah, écoutez, regardez, pour éviter un genre d'accoutumance, en fin de compte, parce qu'on a des clients, par exemple sur les thés fumés dont on parlait tout à l'heure, qui arrivent et qui nous disent, bah là, ça y est, non, je sens plus, il est plus fumé votre thé. Je dis, mais comment ça, il est plus fumé? Il est tout à fait fumé. Mais en fait, le palais s'habitue, et donc on conseille quand même de changer un petit peu de temps en temps, donc de changer parmi les thés fumés, de changer parmi les Earl Grey ou parmi les thés au jasmin, pour voilà, essayer de redécouvrir un peu des Mm. saveurs. Et en effet, quand on y revient, on se dit ah oui, finalement, voilà, c'était comme je l'aimais. Donc il y a un peu ce côté aussi routinier du client et qui aime bien du coup de temps en temps qu'on vienne le conseiller et lui dire ah oui, alors ça vous aimez mieux ça dans ce thé-là, on va vous conseiller celui-là, essayez celui-là. Et nous on les emmène vers des choses un petit peu plus complexes. Et finalement, quand ils prennent la route et on va dire quand ils font le choix d'aller un peu plus loin, ils sont en général super contents de ce qu'on va leur proposer, quoi. C'est vrai que souvent, on s'habitue. Enfin, en fait, quand tu bois le même thé Voilà, tous les matins, voire plusieurs fois dans la journée, à c'est ça. force, tu t'habitues. Comment est-ce que justement on compose un thé parfumé? Qu'est-ce qui est important d'avoir? Enfin, donc on prend une base, j'imagine qu'on choisit. En fait, ça peut fonctionner avec tous les thés. Tout à fait. Et après, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe au niveau de l'idée, on va dire, qui Oui, germe, ou comment ça se passe en termes de fabrication? les deux. Peut-être qu'on peut commencer sur la fabrication du thé en Ok, tant que tel, et comme ça on ira après sur les thés fleuris, mais du coup le thé ok. classique, comment est-ce que ça se récolte, fabrique? D'accord, donc vraiment le thé Ouais, classique le qui thé n'a même classique. pas de Non, le thé saveur au nature, départ, ouais. comment ça se passe? Ok, alors nous, notre métier, c'est d'être sourceur de thé. On n'est pas producteur de thé, puisqu'on le Oui. sait, le thé vient de partout dans le monde. Donc pour ne citer que, on en a déjà parlé, on peut mentionner la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée, et aussi des origines un peu plus récentes que le grand public connaît moins, type le Népal, le Malawi, le Kenya. Voilà, on a vraiment du thé qui vient de partout. Donc nous, notre métier en tant que Beechman Barton, c'est d'aller sourcer. Donc c'est d'aller trouver le petit producteur, le petit jardin, vraiment le petit trésor, la petite récolte, parce que nous, c'est vraiment comme ça qu'on veut travailler. Mais on a aussi des relations assez durables avec des jardins très réputés, très renommés, qui font partie des incontournables du thé. Donc nous, notre métier, c'est ça, c'est de parcourir un peu le monde à la découverte de ces jardins, de ces plantations, de ces hommes. Et voilà, donc ça c'est la première étape. Une fois que le thé, on l'a trouvé, que les relations sont on va dire, entamées, le thé va subir donc des contrôles à la sortie du pays, des contrôles à l'entrée du pays. Double contrôle. Arrête-moi. C'est Oui. pour faire une précision. Dans ce qui est thé vert, thé oolong, etc., ça, c'est les variétés de thé, et peu importe le pays, ça peut être le même thé. Alors, on peut faire une parenthèse, si tu veux. Le problème du thé, c'est qu'on peut faire beaucoup de Bah oui, parenthèses oui. et tout le temps. En fait, que le thé soit noir, vert, blanc, jaune ou bleu-vert, C'est le même. c'est le même. C'est la même feuille de Ok. thé. Toutes les feuilles de thé viennent du Camellia sinensis. D'accord? Après, que le camélia est poussé en Inde, au Japon, etc., on a forcément des climats différents. Au sein d'un même pays, on a aussi des régions très différentes. Quand on boit un thé d'Inde, un Darjeeling ou un Assam qui vient aussi d'Inde, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir pourquoi? Parce que on va dire que l'endroit compte. Donc, c'est-à-dire que si on a un taux d'humidité qui va être différent d'une région à une autre, un taux d'ensoleillement aussi, des sols argilo-calcaires, des sols très humides, forcément la plante va être impactée. Donc là, déjà, on a une typicité du produit selon là où Ok. il a poussé. Mais du coup, c'est le même. C'est le même. C'est pas comme le café où il y a Pas du plusieurs tout. arbres, C'est la etc. même, en tout cas, c'est la même variété. Il y a quelques variations, Oui, mais oui. voilà, c'est un peu comme le vin. Dans le vin, on a des cépages, Ouais. mais on est sur la vigne. Et Ok. bien dans le thé, on a des cultivars. Bon,
Voilà. Ok. Donc ça, c'est lié vraiment au sol dans lequel le thé a pris racine. Après ça, il y a les méthodes de fabrication du thé. C'est là, en fait, dans la fabrication que vont intervenir les étapes qui vont générer soit un thé noir, soit un thé vert, soit un thé blanc, soit voilà. Ok. Ça va se jouer au niveau de la fermentation du thé, de son oxydation. Un thé noir, il va être oxydé entre 90 et 100%, tandis qu'un thé blanc ne le sera pas du tout. Donc on est sur la même feuille, on est sur des origines différentes qui donnent des saveurs différentes, on est sur des terroirs différents qui donnent des thés différents, et après on va être sur des méthodes de fabrication différentes qui vont donner encore des saveurs différentes au thé. Ok. Voilà. Et là, on n'a même pas encore aromatisé quoi que ce soit. Et la fabrication, elle se Oui. fait dans le pays de Oui. cultivation? Ok. Oui. Elle se fait sur place. C'est un métier d'orfèvre. On ne se rend pas compte, mais c'est vraiment un métier passionnant et absolument incroyable. Les gens qui font ça sont très très bons dans ce qu'ils font parce qu'en fait, selon les étapes, il y a vraiment des temps particuliers à respecter. Le thé, par exemple, quand il sèche dans une pièce avec une hygrométrie bien précise, à une température bien précise, une ventilation bien précise. Enfin, franchement, c'est des paramètres assez précis et incroyables que eux maîtrisent. C'est vraiment leur métier, ça leur appartient. Nous, Ok. en fait, le thé, on le reçoit dans des grosses caisses, dans des gros sacs, il est en vrac. Quand il arrive, on prend des petits échantillons et on le fait analyser. Donc là, on vérifie qu'on réponde à toutes les normes européennes, françaises, voilà, tout ce qu'on peut attendre d'un produit. Mais au moment où vous le sourcez, est-ce Oui. que tu le sources en sachant si tu vas en faire du thé vert, du thé noir, etc. Oui, en fait, quand Oui. on le source, Ok. on va sur place et là, le Ils te font la producteur nous dit, proposition du là, thé, voilà, on va ok. vous faire un thé, nana, un thé, voilà. Ok. C'est comme ça que ça se fait. Donc en effet, quand il arrive, on sait à quoi il ressemble. On sait d'où il vient, parce qu'en général, le thé porte le nom de la région d'où il vient. Vous avez du Darjeeling XXX, pas tout à fait ça, un Ceylan Y, en fait, en général, on a le nom de l'origine qui précède le nom du jardin. Donc par exemple, on va avoir Darjeeling Margaret's Hope. Donc Ok. là, on comprend que Darjeeling, il vient d'Inde, de Darjeeling, et Margaret's Hope, c'est le nom du jardin. Voilà. C'est pareil pour les thés d'origine de manière générale. Parfois, il y a des petites alternatives, mais globalement, c'est à peu près comme ça. Donc nous, il arrive comme ça. On sait ce qu'on reçoit. Tac, tac. On fait nos tests en laboratoire. Quand c'est passé, on passe le thé au tamis. Donc là, on vient enlever toutes les petites impuretés. Donc, parfois, il peut y avoir des branchages, il peut y avoir des feuilles qui ne répondent pas aux qualités, aux standards qu'on attend. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais nous, dans le cahier des charges, en fait, quand on travaille avec le fournisseur, il sait qu'on ne récolte que du thé qui a été issu d'une cueillette manuelle, dite impériale, c'est-à-dire qu'on ne récolte que le bourgeon et la première feuille de thé. Ok. Voilà, donc c'est ce qui aussi génère la qualité du thé, puisque la première feuille et le bourgeon, vous en avez une par tige, forcément. Donc, on le trie, on enlève toutes les petites impuretés, et après, on le conditionne, selon le traitement qui va lui être donné. Donc, soit on le conditionne, il va être en vrac dans des sacs hermétiques de 1 kg, soit on le conditionne dans les boîtes en métal qu'on a prêtes à l'emploi, ou dans des sachets, éventuellement, si tant est que cette référence soit disponible en sachet chez nous, ce qui n'est pas le cas sur tous les thés. Voilà. Ok. Parce que c'est vrai qu'effectivement, je trouve que du grand public, on connaît moins. En fait, tu connais les typologies de thé, mais effectivement, on va moins chercher des pays, ce genre de choses. Enfin, tu vois, par exemple, même par rapport au café, où c'est beaucoup plus commun de. Enfin, maintenant, je trouve, en tout cas, quand tu t'intéresses au café de spécialité, etc., de dire, je veux un café, je sais pas, du Mexique ou n'importe quoi. Dans le thé, c'est vrai qu'il y a moins ce côté-là. Alors, tout dépend. Parce que Ok. chez nous, on a quand même franchement des pointus. Ça serait marrant qu'on fasse le test, mais tout à l'heure, quand j'étais dans la boutique en attendant, on a quand même des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent. Ouais. Que ce soit l'origine, que ce soit le jardin, voilà. Ils savent exactement, ils viennent chercher un thé parce qu'ils savent qu'ils vont le trouver ici. Donc on a, même sans être des spécialistes, c'est quand même des gens qui aiment le thé et qui sont sensibles vraiment aux origines. Ok. Oui, parce qu'après, je trouve que finalement, c'est un peu... Enfin, au Japon, je pense que après c'est peut-être du coup dans les habitudes de consommation, mais c'est vrai qu'au Japon, il y a vraiment des spécificités où du coup ils mangent beaucoup plus du thé, beaucoup plus nature, et des spécificités de Ojisha et compagnie, où du coup tu vas chercher des trucs très spécifiques, quoi. Et les gens qui ont voyagé au Japon viennent dans les boutiques comme la nôtre parce qu'ils savent qu'ils vont trouver du thé façonné comme au Japon, qui n'a pas subi de traitement occidental complètement différent. Ils viennent chercher leur thé japonais et ils savent qu'ils vont le trouver.
Parce que c'est vrai que nous, enfin, c'est vrai que tout le côté thé parfumé, etc., je pense qu'il y a plein de gens qui se disent c'est plus du thé, puisque, en fait, tu rajoutes plein de goûts, etc. Alors, le thé Enfin, moi, parfumé, c'est un peu la je porte partage pas d'entrée. cet avis, C'est mais un oui, peu la porte d'entrée. Mais je suis comme d'accord. pour on va dire, de choses dans l'alimentaire. C'est-à-dire Oui. que au début, quand on prend une pâtisserie, bah, on va commencer par l'éclair au café. Je dis Mm. n'importe quoi. Mais bon, ok, c'est commun. On sait à quoi s'attendre. Et puis après, on va aller vers de la pâtisserie super haut de gamme où là, on va venir avoir des notes très, très précises, très pointues, etc. Donc, on arrive un peu par le thé classique et puis par le thé parfumé, pardon. On peut arriver par un Earl Grey, par un thé à la menthe, comme on disait. Puis après, on peut aller en effet vers un Earl Grey un peu plus travaillé ou par une menthe un peu plus travaillée. Et petit à petit, on va se dire, ah, mais il y a quand même des choses intéressantes. Et ça, c'est nous aussi, et c'est notre métier, et c'est ce qu'on aime faire, c'est d'emmener les gens vers les thés classiques. Mm. Parce qu'en fait, quand on commence à boire des thés classiques, il y a énormément on va dire, une palette aromatique super intéressante à découvrir. Ouais. Comme je le disais, puisqu'il y a autant de typicité par rapport à la région, etc., il y a vraiment de quoi s'éclater avec les thés classiques. Oui, c'est clair. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser à un moment, j'avais fait, je me souviens plus de cet endroit à Paris, mais c'est un endroit japonais où justement tu as un truc de dégustation de thé D'accord. spécifique, où en gros tu goûtes, je sais plus si c'est 7 ou 10 thés, D'accord. et en fait ils te les font goûter Super. vraiment de plusieurs manières, et c'est assez intéressant parce que justement là c'est du thé nature, Mhm. et il y a un des premiers qui est un des thés, je sais plus, les plus rares, ou... Il y en a Bref, plusieurs. ouais. Bon. Et en fait ils te le font goûter, tu vois, d'abord ils infusent très très peu, Mm. en infusant Tout à vraiment où t'as vraiment le goût du thé Mm. très très puissant. Mhm. Et si tu veux, moi je me suis toujours dit, parce que du coup je bois énormément de thé, etc. Et effectivement, techniquement, la théine a un peu le même effet que la caféine. Mhm. Je l'ai jamais ressenti. Tu vois, je me suis toujours D'accord. dit, moi le Très thé, bien. j'ai jamais la sensation que ça va me réveiller ou que ça m'empêche de dormir, tu vois. Très bien. Et là, en goûtant du coup, c'est Un extrait, ce petit en thé fait. ultra dosé, Oui. ça m'a fait tourner la tête, Eh carrément. ben, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, on ne croirait pas. Ouais. Et moi, la première fois que Agnès de Fontaine, la directrice, m'a dit c'est un côté euphorisant un peu comme le vin, j'ai dit oui, d'accord, bah, vous buvez pas souvent du vin, quoi. Ah non, mais je peux assurer qu'on a fait une dégustation de thé comme celle-là, Ouais. très serrée, il y a pas longtemps de ça. Oh, mais vraiment, c'était hilarant. Ah oui, Hilarant. moi je Ah trouve ben, ça te c'était fait hilarant. tourner la tête. Tout à fait. Et après, Mais- d'un coup, effectivement, tu Ah oui. disjonctes un petit Ah peu. oui, cette sensation un peu d'ivresse au thé. Donc, avis aux gens qui ne boivent pas d'alcool et qui veulent connaître la sensation, buvez du thé très très serré. C'est très marrant, c'est une expérience. Non, c'est vrai. Mais c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai que ça m'a surpris parce que tu vois, je me suis dit, ça m'avait jamais fait cet Mhm. effet-là sur le thé. Mais Mhm. effectivement, enfin, quand tu bois une grande tasse, tu le dilues. Et en fait, du coup, t'as moins, enfin, cet Tout à effet fait, est beaucoup plus. l'extrait. Mais sur un mini extrait, tu te rends compte qu'effectivement, c'est puissant en fait. C'est puissant, c'est ça. Mais je sais plus pourquoi je disais tout ça. Donc, si on revient du coup au thé parfumé, C'est ça. donc on part Des thé, bases classiques. voilà. Donc là, on choisit notre base. En fait, on choisit la toile. On appelle ça la toile. Donc on dit, ok, on va travailler sur un thé noir, un thé vert de telle ou telle origine. Et après, nous, on travaille avec des aromaticiennes. Donc en général, on fournit notre cahier des charges. On dit, voilà, on voudrait un nouveau thé hyper gourmand. Alors attention à bien définir ce qu'est la gourmandise, parce que tout le monde n'a pas la même gourmandise. On voudrait un thé super gourmand, on voudrait mettre, je dis n'importe quoi, hein, de la fraise, de l'ananas et du caramel, ça va être super sur un thé noir. Bon, voilà, on donne le cahier des charges, on laisse libre cours quand même aux aromaticiennes, ça reste leur métier, et leur créativité aussi. Et en fait, c'est là que le thé va un peu s'affiner. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'en fait, non, la fraise, pas du tout, ça va pas. On la retire, ou on la dose, etc. Et en fait, c'est un travail qui est quand même assez long. Hein. Ça met quasiment 6 mois chez nous pour sortir un thé, parce qu'il y a un jeu d'aller-retour avec les aromaticiennes avant de vraiment trouver quelque chose qui nous plaît. Une fois qu'on a le thé qui nous plaît, il faut le temps que le thé s'imprègne bien des arômes, des notes, des fruits, des fleurs, selon ce qu'on a mis dedans, des huiles essentielles, etc. Et on laisse un bon 15 jours, 3 semaines pour que tout redescende bien et qu'on puisse goûter le thé. Une fois qu'on l'a goûté, qu'il nous a plu, on va le redéguster 2 semaines après, 2 semaines après, pour voir aussi comment il vieillit, comment il évolue, et de se dire, ok, demain le client il achète le thé, s'il reste 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an dans sa boîte en métal, est-ce qu'il aura les mêmes qualités organoleptiques qu'au jour 1 ? Ok, si oui, on y va et on avance comme ça. C'est comme ça que se fait un thé parfumé. Est-ce que gourmandise, c'est toujours thé noir ? Alors ça, c'est les goûts et les couleurs. Non mais je veux dire, enfin, dans le sens où, comme tu disais, t'entends gourmandise, je suis d'accord que souvent ça va aller avec des notes un petit peu soit de cacao, soit de caramel, etc. Et c'est vrai que c'est toujours associé à du thé noir.
Ça peut. Alors là, c'est ta définition de la gourmandise, mais typiquement, on a eu le cas il y a pas très longtemps, parce qu'on fait beaucoup de sur-mesure aussi, donc pour des clients divers et variés. Et en fait, pour eux, la gourmandise, c'était pas du tout ça. C'était des fruits rouges. Un thé gourmand, c'était un thé aux fruits rouges. Donc c'est pour ça que c'est important de bien définir ce qu'est pour chacun la gourmandise, parce que des fois, on a des définitions hyper différentes. Et thé noir, thé vert, tout dépend. J'ai des thés Ouais. verts vraiment super gourmands. J'ai des thés qui existent aussi, enfin je dis j'ai, Benjamin and Barton, hein, enfin c'est pas les miens, hein, qui existent, on va dire, dans les deux couleurs de thé. Typiquement le thé Ok. de Noël, le Il était une fois Noël, qui est le thé de Noël par excellence, comme certains l'entendent, avec des notes de cannelle, de pudding un peu à l'anglaise, etc. Je l'ai en version noire, en version verte. Les deux clients vont trouver qui boivent du noir ou du vert Et ça super change tout en gourmand. plus. Et Ouais. ça change. Ça change pas mal de facteurs, en effet. Et après, du coup, tu dis juste thé noir et c'est donc les personnes qui vont gérer un peu tout ça qui choisissent quel thé spécifiquement. Alors, c'est pareil, on va dire, j'aimerais mieux travailler sur une base de Darjeeling ou de Chine ou de Ok. Chine et de Ceylan ou de Ceylan. Voilà, On peut faire nous, des assemblages. on peut faire des assemblages. On disait un petit peu, ça revient aux Anglais, c'est un peu eux les maîtres des blends, on appelle ça des blends, Ah oui, parce ok. que, encore une fois, à l'époque, hein, ils aimaient pas trop s'embêter, ils disaient, ah oui, ça j'aime bien un peu Ceylan, j'aime bien un peu Darjeeling, et puis paf paf, ils mettaient un petit peu des deux, et voilà, est sorti le Breakfast Royal. Enfin, ça, voilà, on le connaît, hein. Donc tous ces blends sont arrivés comme ça et servent parfois de toile pour un thé parfumé. Voilà. Enfin, est-ce que vous créez des nouveaux thés parfumés justement assez régulièrement? On essaie. Après on a déjà entre 200 et Oui, c'est 250 ça. références de thé. Donc après, C'est déjà bien. t'en enlèves un pour en mettre un nouveau On n'a pas de règle. C'est-à-dire Ok. qu'en fait, et c'est un petit peu la question que je te posais tout à l'heure quand je te demandais, bon, qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu veux savoir comment vient l'idée ou est-ce que tu veux savoir comment c'est fabriqué? Parce que globalement, chez nous, ce qui va caractériser nos thés parfumés, c'est l'histoire qui se cache derrière chaque thé. C'est-à-dire qu'un thé, pourquoi est-ce qu'on le crée? On le crée par rapport à un voyage qu'on a fait, par rapport à un paysage voilà, qu'on a aimé, qu'on a en tête, à un moment qu'on a vécu, à une senteur à ce moment-là, au détour d'une discussion avec des professionnels du monde de la pâtisserie, par exemple, autour peut-être de la découverte d'un parfum, autour des tendances aussi, parce que voilà, on suit aussi un peu les tendances et on voit comment on peut produire quelque chose qui va plaire aux clients, mais qui va rester foncièrement dans notre ADN. Et en fait, tous nos thés ont des histoires. Donc moi, j'ai eu la chance d'en créer certains depuis que je suis arrivée, donc aux côtés d'Agnès de Fontaine toujours. Hein, voilà, son nom reviendra régulièrement. Mais il y en a qui ont été créés avant notre naissance. Voilà, ça rajeunira personne. Mais ça a vraiment toujours eu une histoire. Et je pense tout à fait, par exemple, au thé Eden Rose dont je parlais tout à l'heure. Donc celui-ci, il a été créé par Catherine, qui était la directrice de la boutique là où on est, pendant plus de 35 ans de maison quand même. Donc voilà, vraiment une femme qui a fait partie de l'histoire de Benjamin. Et en fait, elle a créé le thé Eden Rose parce qu'elle buvait déjà un thé à la bergamote. Et en fait, elle avait un peu des passions le week-end, notamment s'occuper de sa roseraie, de roses anciennes dans sa maison de campagne. Et toujours avec elle se promenait son fidèle compagnon, Eden, son chien. Ah. Et donc un jour, elle s'est dit, oh là là, mais je ferais bien quelque chose avec de la rose, en fait, sur un thé à la bergamote. Et voilà, en fait, c'est né comme ça. C'est né de se dire, on va voir ce que ça donne. La lavande est arrivée un petit peu après, la vanille pour arrondir l'ensemble. Et c'est comme ça qu'est né Eden Rose. Et c'est appelé Eden Rose parce que Eden et parce que la rose. Donc c'est des histoires comme ça qui font les thés Benjamin. Et c'est des histoires qu'on adore partager à nos clients, franchement. Il y a aussi des thés qui sont nés de discussions avec nos clients. Il y a des thés qui sont nés directement en voyage. Je pense au Formose Pêche, par exemple. À l'époque, donc Agnès de Fontaine était en voyage à Formose. Elle allait voir un producteur de thé. Donc voilà, elle fait le rendez-vous. Et puis en fait, juste à côté, il y a un homme qui cultivait des pêches. Il avait un verger avec des pêchers. Ils se sont dit, mais ça pourrait super bien matcher en fait. Ils ont essayé un peu comme ça sur le coin de la table. Magnifique. Elle est rentrée en France et ils ont commencé les processus pour travailler ensemble et faire un thé Formose Pêche. Voilà, c'est des moments de vie en fait qui viennent générer chez nous en tout cas des idées. Donc voilà comment naissent nos thés parfumés. D'ailleurs, ça me fait... tu parlais de pêche, je me dis, je pense que tu vois, moi, ça serait ça dans un thé gourmand. Gourmand, voilà, Ouais. la pêche. C'est quoi le dernier thé qui a été créé? Alors le dernier, ça sera Promenons-nous dans les bois. Ok. Parce que nos thés ont aussi de jolis noms en général. Et c'est un thé vert avec 4 fruits rouges. Vous avez cassis, enfin fruits des bois plutôt, cassis, fraises des bois, framboises et groseilles. Voilà.
comment est-ce que justement on compose un nouveau thé, mais tout en gardant l'ADN de la maison? Alors, on va dire qu'on pense vraiment les thés un peu comme de la haute couture. C'est vraiment ça qu'on a en tête, en arrière-plan. On cherche toujours des thés qui soient très équilibrés, très subtils. On veut avoir des notes intéressantes à l'attaque, on veut avoir des notes qui restent en bouche aussi à la fin, et on veut en fait créer vraiment un souvenir auprès du client. Donc, il faut vraiment que ce thé soit complet du début à la fin. C'est-à-dire que quand le client il arrive dans la boutique, quand il le sent, il faut déjà qu'il lui plaise, il faut que visuellement il lui plaise aussi, et après il faut que gustativement chez lui il retrouve le goût de l'odeur. Donc Ouais. c'est un processus qui est quand même pas si évident que ça, il y a vraiment beaucoup de travail derrière ça. Effectivement, je trouve que, je citerai pas de nom, mais c'est vrai qu'il y a des marques où c'est assez décevant. T'as une bonne odeur, mais au goût, C'est déceptif, ouais, ça peut arriver. ça manque de goût, tu vois. En fait, on va dire que c'est là qu'est tout le savoir-faire d'une maison, d'une maison de thé. On a vraiment ce savoir-faire qu'on va appeler assembleur. Voilà, ça fait partie de nos métiers. Autant au même titre qu'on a un savoir-faire de sourceur, on doit être capable d'assembler les thés et de ne pas être déceptif, en effet, au goût. Donc ça fait vraiment partie, en effet, de l'héritage de la maison et de ces thés tout le temps où on arrive aussi à reconnaître les notes. C'est-à-dire que parfois, on boit un thé ou une infusion, on se dit « Ouh là là, ok, c'est bon, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. » Alors que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire « Ok, peut-être que chacun, puisque chacun a quand même un palais un peu différent, mais chacun pourra reconnaître au moins une saveur qu'il y a dans le thé, voire deux, voire trois, et c'est comme ça qu'on essaie de les penser. Vraiment, à force d'assembler voilà, un travail d'orfèvre, encore une fois, de jouer avec les notes. Ok. Et donc, effectivement, le côté. Parce qu'il y a le côté. Comment dire? Pas avoir, tu vois, de mélange un peu loufoque ou de choses. Avoir quelque chose de justement très bon, très gourmand, etc. Mais qui reste dans quelque chose. Je sais pas comment dire, mais tu vois, j'ai en tête une marque anglaise, justement, qui s'appelle. Il y a Blend dans le nom, il me semble. Blend Parce que moi, dans les marques anglaises, j'ai Fortnum Mason, Whittard. Non, mais qui est Harrods. justement une marque assez, je pense, assez récente. Et tu vois, qui, je pense, va justement dans le côté très innovant et on casse un peu les codes des maisons un peu traditionnelles. Mais du coup, tu vois, tu peux avoir des choses très, justement, un peu loufoques dans le sens où dernièrement, la dernière fois que j'y suis allée, ils faisaient pas mal de... Bon, là, la tendance, c'est les matchas, donc des matchas un peu à plein de goûts. Et tu vois, il y avait un matcha goût gâteau d'anniversaire, tu vois. Ah oui, non, mais je confirme. Tu vois On ce que ne je le veux dire. trouvera pas chez Batman, en tout cas. Pourtant, on n'est pas les dernières à avoir des idées et à aimer sortir des sentiers battus. Là, on n'y va pas forcément. Non, en fait, oui, c'est ça. C'est un peu là qu'est tout l'enjeu. C'est de réussir à développer sa créativité, à sortir de nouveaux produits, mais tout en gardant ce que tu disais tout à l'heure, l'ADN. C'est-à-dire que oui, alors on a tous une définition sûrement un peu différente de loufoque. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui entend que dans un thé, il y a du caramel, il va se dire ça va pas la tête. Bon, voilà. C'est pour ça que j'ai précisé, parce que je me dis, effectivement, sinon tu peux te dire, si, ça, c'est original, tu vois, on a des parfums, des créations originales. Donc, qu'on vienne faire des associations originales, je vois le thé des invités, qui est un de nos best-sellers également sur une base de thé vert, il existe aussi en thé blanc. On est sur de la rose, du jasmin et du litchi. Bon, quand on le dit comme ça, les gens doivent se dire, c'est bizarre comme de mettre du litchi dans un thé avec de la rose, du jasmin. Et en fait, à l'odeur et au goût, c'est juste incroyable. Mais comme c'est le cas dans des pâtisseries, comme c'est le cas sur plein d'accords de saveurs finalement ensemble qui sont hyper chouettes alors qu'on ne penserait pas à le faire. Donc nous, on aime bien avoir ce côté un peu avant-gardiste en se disant, tiens, c'est vrai que on ne voit pas trop de lavande dans le thé en ce moment. Comment on pourrait la travailler? Avec quoi on pourrait la travailler? Et après, on va réfléchir un petit peu comme ça. Ouais, très clair. J'avais une autre question qui était, pour rester dans cette vibe-là, oui, peut-être aller sur les créations que vous faites donc avec des pâtissiers ou glaciers, donc par exemple Lionel Chauvin, on en parlait en introduction. C'est vrai que ce qui est assez intéressant et ce qui était assez bluffant aussi, c'est du coup le côté, finalement, juste sur la base du thé, une glace peut avoir beaucoup de goût aussi. Enfin, ça peut donner du coup beaucoup de goût et c'est ça qui est assez incroyable. Oui. Et d'ailleurs, oui, je voulais dire ça tout à l'heure, je sais plus ce que tu disais, mais justement dans ce côté assemblage, je trouve que ce qui est incroyable avec les thés parfumés, c'est que on peut faire plein de choses et tu peux avoir vraiment la sensation, des fois même d'avoir quelque chose de très sucré alors que tu rajoutes pas de sucre. Pas du tout. Enfin, et je trouve ça vraiment merveilleux, tu vois, la panel de saveurs. Le spectre est super large. En fait, le thé et la gastronomie, je vais le prendre au sens un peu large du terme, c'est un peu le terrain de jeu préféré de la directrice.
parce qu'elle a un background en gastronomie qui est plutôt assez intéressant. C'est toujours quelque chose qui lui a plu. Elle a toujours côtoyé énormément de grands chefs. Et donc, ça, faire des dîners à quatre mains, travailler le thé dans la cuisine, travailler des accords mets et thé, vraiment, elle adore. Bon, ça n'a pas été trop dur de me convertir non plus, hein, franchement. Donc, en fait, elle a déjà, on va dire, plein de connaissances. Et au fil de rencontres qui vont se passer au cours d'une vie, eh bien, on a des idées plus ou moins qui viennent. Et ça a été le cas, en effet, avec Lionel, qui est vraiment quelqu'un qu'on adore, hein, qui a la boutique Enzo et Lily, donc dans le 16e, qui est glacier de père en fils depuis 3 générations. Et donc, en fait, au détour de discussion, on s'est dit, bah oui, une glace au thé, pourquoi pas. Donc, en effet, cet été, on avait du coup réfléchi une gamme. Il me semble qu'il y avait 8, je crois. 5 thés et 3 sorbets. Ouais, c'est ça. J'aurais dit quelque chose comme ça. Moi, 5 glaces, pardon. Voilà, 5 glaces et tête. 3 sorbets. Et là, on a vu parfois sur un même thé, je crois que c'était le cas sur le Pushkin, que de le travailler en glace ou en sorbet, waouh, on avait des choses vraiment complètement différentes. Et en fait, on a vraiment travaillé avec lui, il a goûté les thés, etc. Il a trouvé ça vraiment assez intéressant. Et puis lui, il adore jouer. C'est un artiste vraiment de la glace. C'est un très chouette homme. Et donc, il a commencé un peu à s'amuser. Et puis, le problème des gens qui sont bons dans leur métier, c'est que c'est bon, en fait. Donc, nous, on est arrivés en se disant, bon, on va voir. Mais en fait, il nous a bluffé tout de suite. Aussi bien parce qu'en fait, il y a des thés qu'on a presque redécouverts. Je veux dire, moi, découvrir un chai, donc qui est un thé aux épices indiennes, sur une glace vanille, mais c'était incroyable. Et on avait ce côté un peu sucrosité, hyper rond et tout en bouche, qui était impressionnant. On a fait le test sur un thé à la violette. Incroyable, vraiment incroyable. Même si nous, la violette en thé glacé, on adore, là, en glace, c'était dingue. Et il a joué un petit peu aussi avec les sorbets, en changeant les bases des sorbets et en venant travailler le thé, en fait, dans le sorbet. Et là, on avait une complémentarité qui était hyper chouette aussi, entre autres sur le Pushkin. Par exemple, le Pushkin, donc, qui est un thé aux agrumes, on était venu le travailler sur une base de sorbet à la poire. Eh ben, c'était juste incroyable parce que le peps des agrumes avec le côté hyper fruité, presque un peu sucré de la poire, ça se mariait super bien et ça a été un mélange hyper intelligent. Donc cette collection a beaucoup plu. On a toujours les glaces en boutique, puisque finalement elles ont cartonné. Donc dans la boutique du 11e, on a toujours nos glaces au thé. On retrouve aussi certaines glaces Enzo et Lily. Et cet hiver, pour le coup, pour la bûche, on s'est dit, c'est pareil, faisons quelque chose, quoi. La glace, on a quelque chose à faire avec le thé. On va sortir un peu du carcan de la bûche habituelle. Et donc, on est parti sur une bûche glacée au thé. Donc, il y avait un insert avec un sorbet châtaigne qu'on était venu travailler avec notre thé noir Luxury aux notes de marron glacé, sirop d'érable, abricot confit. C'était vraiment super. Et par-dessus cet insert, on avait un sorbet à la poire. Donc, c'était vraiment une création hyper intéressante qui a beaucoup, beaucoup plu aussi. Oui, et surtout, je trouve que le thé Luxury apportait vraiment quelque chose de... Tu vois, moi, je suis pas fan de marron, etc. C'est pas des goûts qui me plaisent beaucoup. Mais je l'avais beaucoup aimé parce que justement, je trouve que du coup... c'était le goût mais très léger. Enfin, je veux dire dans le sens où du coup t'as la longueur en bouche, mais t'as pas le côté très marqué, gras. Ouais, c'est ça. C'est là que vient jouer en fait le professionnalisme là pour le coup de Lionel et d'un bon thé aussi, tout simplement. Mais du coup, ce qui est assez bluffant parce que mine de rien, avec la base du thé, on peut faire des choses et avoir des saveurs très tout à fait spécifiques. Donc non, c'est très très chouette. Est-ce que pour terminer, tu aurais des conseils de dégustation du thé? Alors, ça dépend du thé. Tout à fait. Ça dépend du thé, parce que nous, évidemment, on a des tables d'infusion, on va dire qu'on conseille selon la couleur du thé, selon la quantité de thé, selon l'eau qu'on utilise, parce que c'est vraiment autant de paramètres qui viennent jouer sur l'infusion finale. Donc, on a des tables de dégustation. Après, ce qu'on dit toujours aux clients, c'est qu'aucun thé n'est aussi bon que celui qui est à votre goût. Si vous avez envie de l'infuser 8 minutes à 103 degrés, ne le faites pas, mais bon, soit. Ouais, à 103. Voilà. En général, on n'infuse pas le thé à 100 degrés, surtout on ne laisse pas bouillir l'eau, on risque de brûler les feuilles. S'il y a une chose à retenir, buveur de thé, c'est bien celle-ci. Donc des conseils de dégustation, non, je dirais... osons changer vraiment de thé, que ce soit sur des thés parfumés ou sur des thés classiques. Quand je disais tout à l'heure que j'aime boire un Darjeeling ou un Yunnan le matin, j'aime changer de Darjeeling, j'aime changer de Yunnan pour en fait ne jamais avoir cette accoutumance et ne jamais perdre un peu cet émerveillement que j'ai à la tasse. Et puis prenez le temps. En fait, le thé,
c'est ça aussi, c'est prendre le temps, c'est regarder son infusion, ok, se faire si on a envie, mais c'est surtout regarder la couleur de son infusion, sentir les feuilles une fois qu'elles ont infusé, les regarder. Il y a vraiment un côté assez cérémonial finalement dans le thé que j'aime beaucoup et c'est vraiment ça que je conseillerais. Dans un monde où tout va un peu vite tout le temps, quand on prend son thé, prenons juste le temps de se dire, ok, il y a vraiment autant de travail derrière, c'est vraiment un produit qui est magnifique, et prenons le temps de le déguster, et même en bouche après, de se dire, ok, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai, est-ce que j'ai une note plutôt muscatée, est-ce que j'ai une note un peu terreuse, et d'essayer de jouer un petit peu, de faire cette petite gymnastique du palais, parce que finalement, moi, à force de faire cette gymnastique avec le thé, j'ai développé un palais, on va dire en tout cas meilleur que ce qu'il était il y a 5-6 ans, dans la gastronomie, et du coup, ça ouvre des portes qui sont juste géniales. Donc, si on boit du thé, buvons-le vraiment de manière un peu cérémoniale, et disons-nous qu'on va s'ouvrir à plein de superbes choses derrière, quoi. Voilà. Oui, puis c'est vrai, je trouve que finalement, en changeant aussi régulièrement, il y a un peu ce côté... Enfin, tu vois, moi, j'aime bien, effectivement, le matin, me dire... Tiens, par quoi je vais commencer? Et aujourd'hui, quel type de journée ça va être? Est-ce que ça va être noir, vert? Et effectivement, je trouve que ça donne complètement... Enfin, ça donne quelque chose de complètement différent. Enfin, il y a un côté petit plaisir de... C'est ça. Tu vas apporter un autre petit goût. C'est ça. Aujourd'hui, je me sens pas au top. Je vais prendre un thé hyper réconfortant, vraiment. J'ai envie d'être sous mon plaid, devant ma télé, ok. Ou ce matin, ah non, là, je pète la forme. J'ai envie d'un thé qui va m'apporter de la vivacité. Je vais partir sur des agrumes, sur un thé vert. Voilà, il y a aussi tout ce côté-là qui est hyper sympa avec le thé. Donc, ouais, quand on change, il y a vraiment un champ des possibles qui est énorme. Et quid de refaire infuser son thé plusieurs fois? Oui, bien sûr. Alors, certains thés sont même faits pour ça. De celui dont je te parlais tout à l'heure, de la dégustation, où tu le bois d'abord très fin, après, il avait été réinfusé plusieurs fois. Pourquoi pas? Alors, on va effacer une légende urbaine. On parlait un peu de la théine tout à l'heure. Globalement, la théine, ça marche pas tout à fait comme la caféine. La caféine, c'est, on va ressentir le shot assez rapidement. La théine, elle va se développer au cours du temps. Mais il faut savoir que quand on infuse son thé, 80% de la théine se développe pendant les 30 premières secondes de l'infusion. Donc on a beaucoup de clients qui infusent une première fois leurs feuilles, attendent 30 secondes que la théine se libère, jettent leur eau et réinfusent leurs feuilles. Donc ça, quand on dit quid de réinfuser son thé, on peut déjà faire ça pour limiter la teneur en théine d'un thé. Donc ça, pourquoi pas ? Après, quand on a un thé de qualité, on peut en général réinfuser son thé. Encore une fois, on a certains thés qui s'y prêtent plus que d'autres. Il n'y a pas de red flag à le faire, quoi. Je veux dire, pas de souci. Et pareil, ça nous est tous déjà arrivé de laisser notre sachet ou notre thé dans la tasse. Puis là, on voit la petite particule sur le dessus de la tasse, un peu grasse. C'est pas du tout la théine, ça c'est pareil, il faut se l'enlever de la tête. Ce sont les tanins qui se sont libérés. Et ça, c'est vraiment les tanins qui vont apporter cette astringence un peu en bouche. Voilà, on a la langue qui râpe, etc. C'est ça qui va être resté. Donc là, en général, oui, on conseille de jeter l'eau, éventuellement de réinfuser, mais les tanins, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable une fois qu'ils sont développés. Voilà. Mais il n'y a pas de red flag à réinfuser son thé, au contraire. Ça peut même donner des tasses hyper intéressantes et de voir comment le thé a évolué. Pourquoi pas? Les thés blancs, c'est quand même assez fréquent qu'on le fasse. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a d'autres légendes urbaines comme ça sur le thé? Sur le thé, alors on parlait de l'Earl Grey, la bergamote est un fruit. Voilà, la bergamote est un fruit, ce n'est pas une fleur. C'est vraiment un fruit qui est entre l'orange amer et le cédrat. C'est vraiment, c'est pas un petit agrume. Ça, c'est bon à savoir, parce que voilà, nos clients, des fois, sont persuadés que pas du tout, que l'Earl Grey est un thé classique. Non. Nous sommes désolés, vraiment, on vous aime beaucoup, mais non. Donc, il y a cette légende un peu urbaine. Il y a la légende de la théine aussi, voilà, qui se développe au cours du temps. Non, il peut infuser 3 heures le thé, la théine, ça sera libéré au départ. Lesquels on va avoir aussi. Mais globalement, on est d'accord qu'il y a quand même moins de théine que de caféine dans une tasse de café. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est, tu vois, par personne ou effectivement... Parce que moi, je te dis, j'ai vraiment la sensation que je peux boire un thé le soir, ça dépend vraiment des organismes. On a vraiment des gens, on va leur déconseiller le thé vert, notamment après 17h, parce que c'est le thé vert où on va trouver... c'est le thé vert où il y a plus tout de à thé, fait, plus de théine. Donc là, on va limiter la consommation. Après, ça dépend des gens. J'ai souvent des clientes au téléphone, c'est des clientes que j'adore, qui ont 85-90 ans passés, qui ne se déplacent plus dans les boutiques, mais qu'on continue de servir parce que, voilà, c'est des clientes historiques, et qui me disent, mais qu'elles boivent du thé vert jusqu'à 20h30 tous les soirs depuis 50 ans. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant mieux, ça a l'air de conserver aussi, a priori. Mais voilà, ça dépend vraiment des organismes de chacun, franchement. Voilà.
J'aurais pas cru que c'était dans le thé vert qu'il y avait le plus de théine. Mm. Tu vois, je trouve instinctivement, Mm. je serais thé noir parce que c'est plus Ah. fort, etc. Mais, ok. Et on va même conseiller des thés oolong, des thés semi-fermentés, éventuellement en fin de journée, si on doit faire une petite passerelle, Ok. quoi. Mm. Très clair. Et donc, si dans les légendes urbaines, non, mais peut-être le rooibos, Oui, alors ce qui n'est du coup n'est pas pas du un thé. thé. Tout à fait, ce n'est pas un thé. Alors c'est vulgairement appelé thé rouge, C'est en pour fait. ça. Il Tout est le là le monde problème. je trouve que tout le monde le considère comme un thé, Oui, alors pas qu'effectivement, du tout. il n'y a pas de théine. Ça, pour le coup, le rooibos, on peut y aller. Alors, qu'est-ce que c'est que le rooibos? C'est un petit arbrisseau qui ne pousse qu'en Afrique du Sud, pardon, dans la région de Cederberg. Donc, c'est vraiment une plante endémique. Voilà, c'est un petit arbrisseau qu'on vient couper à la faux, en fait, la cueillette est manuelle. Pareil, il faut savoir que le rooibos, à la base, n'est pas fermenté, il est vert. Et en fait, c'est le traitement, on vient le fermenter, qui le rend rouge. Mais le rooibos de base est vert. C'est incroyable parce qu'en plus, c'est vraiment rouge. Tout à fait. Donc c'est parce qu'il est fermenté qu'il devient rouge. Donc on a du rooibos vert aussi dans la boutique. Ah ouais? Tout à fait. Ah, ça peut se consommer vert? Ah, tout à fait. Tout à Ah. fait. Tout à fait. Les notes sont assez différentes parce qu'en fait, le rooibos, on va avoir une tasse un peu ronde, un peu Ouais. miellée. Bon, voilà. Et ben, on aura un peu moins ces notes-là sur le verre, mais c'est très facile de jouer avec des mélanges de thé vert de rooibos vert et de rooibos rouge Ok. sur une base. On a un de nos best-sellers en rooibos qui s'appelle le Jardin Rouge. C'est un mélange de thé vert de rooibos vert, décidément, et de rooibos rouge. Et du coup, le rooibos vert, il y a pas, enfin, la couleur dans la tasse, c'est couleur de thé classique. Oui, alors on est sur une tasse un petit peu jaunâtre, un peu Ok, jaune ouais. orange clair, mais vraiment beaucoup plus clair que Ok. le rooibos fermenté, le rooibos rouge que tout le monde connaît. Mais surtout, ce n'est pas du thé. Donc Oui. on peut le consommer vraiment À toute heure à toute heure du jour et de la ouais. nuit. Tout à fait. Et le matcha, du coup, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le matcha, c'est du thé broyé, du thé vert japonais. Mais là, c'est un thé de vert base. spécifique, on est C'est d'accord. un thé hein. vert Ouais. spécifique qui est broyé en fine poudre. Donc les Chinois se sont mis à faire du matcha également, donc on peut en trouver sur le marché. Mais en tout cas, la base du matcha, c'est le thé japonais. Mais c'est pas le même thé qu'on va utiliser pour faire. Alors ça peut, en général, il est sur une base d'un yokuro. Donc c'est un Ok. thé japonais classique. Après, il y a des bases qui évoluent. En fait, le matcha, et encore plus avec la tendance aujourd'hui, il peut avoir vraiment plein d'origines. Il peut être fait de différentes manières dans les fabriques. Il peut être broyé de manière complètement différente aussi. C'est un produit qui, à lui-même, est hyper dense en Ouais. termes de procédés de fabrication. Et là, puisqu'on boit le thé directement, la théine est plus importante. On a quand même pas mal de Ouais. théine dans le matcha. C'est ça. Mm. Mais parce qu'il y a le côté on consomme la feuille directement. Très clair. Je sais pas si tu vois d'autres, peut-être légendes autour du thé qu'on n'aurait pas. Abordé, pas spécialement. Le français consomme du thé, voilà. Je ne sais pas. Par rapport à l'Angleterre, bon, pas spécialement. On a parlé de la bergamote. Et dans les autres pays d'Europe, Mm. c'est surtout l'Angleterre, non? Les Pays Pays-Bas d'Europe, aussi. Pays-Bas ok, consomment pas ouais. mal de thé. Ouais, les Pays-Bas consomment pas mal de thé. Voilà. Après, nous, on expédie un peu partout en Europe. On a l'Italie aussi qui fait partie de nos clients, voilà, assez courant. Un peu en Allemagne aussi. En Allemagne, on Bon, bah, boit. après, un peu Ouais, partout. en mais Allemagne, ouais. on boit aussi un peu de thé. Mais je dirais en Europe, voilà, l'Angleterre, hein, enfin Et quel est le pays UK. qui consomme le moins de thé? Ah, absolument aucune idée. Alors là, pour le coup, je vais pas raconter d'histoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être un pays où il fait extrêmement chaud. Et encore, je suis même pas certaine. Non, mais Parce que peut-être c'est un pays où il y a conseillé de boire beaucoup du chaud. café. Peut-être. Je sais pas. Peut-être. J'en ai Franchement, aucune idée, je me suis dit, si t'as l'info, ça peut être rigolo. Je peux juste te dire que le thé est la deuxième boisson la plus bue au monde après l'eau. Ok. Voilà. Bon, en même temps, c'est. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas le pays où on en consomme le moins. Je vais pousser la recherche si jamais on me repose la question un jour. Mais je ne sais pas. D'ailleurs, c'est vrai que moi, j'adore aussi le thé pour ça, c'est que ça te permet de boire de l'eau très facilement. Enfin, moi, Mhm. je pense que je bois des litres de thé par jour. Mhm. Aussi parce que du coup, tu bois. Enfin, ça permet de t'hydrater, quoi. Mhm. Parce que- Attention, le thé n'est pas considéré comme de l'eau. Comme il y a quand même Oui. un drainage, etc., il faut quand même boire de l'eau. Mais en effet, c'est toujours Oui. mieux de boire du thé. On boit quand même de l'eau, en effet. Non, mais par rapport à du café, Tout à fait. qui t'hydrate quand même nettement moins. Écoute, merci beaucoup. Pour terminer, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Très bien. Déjà, toi, c'est quoi ton rituel thé? Et ton rituel thé, on va dire, de l'après-midi? Le thé que je bois l'après-midi, du coup. Ton rituel, est-ce que, je sais pas, justement, est-ce que tu fais juste boire du thé? Est-ce que tu prends avec, je sais pas, du chocolat, un petit gâteau? D'accord. Quel thé? Alors, en fait, je bois beaucoup de thé le matin. Finalement, je m'en rends compte dans ma journée, parce que l'après-midi, je ne sais jamais où je vais être. Je pose souvent une
théière à côté de moi, voilà. Donc, on va dire que je vais prendre un rituel plutôt le week-end. Oui. Et le rituel du thé du week-end, en général, c'est en famille. Après avoir bien mangé le dimanche midi, on est allé faire une petite balade, on va faire des jeux de société et là, on boit un thé. Et du coup, on est en général chez ma grand-mère qui a une collection de tasses assez conséquente. Donc, chacune a sa petite tasse. Et là, c'est un peu bon, qui veut quoi. Et tout le monde prend son thé. Et en tout cas, le thé qui lui plaît, puisqu'il y a aussi un conflit d'intérêts assez important dans ma famille, c'est qu'il n'y a plus de place dans les placards. Donc, voilà. Mais c'est important qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc, je dirais que c'est un peu ça, moi, le rituel thé que j'ai, c'est de me dire, OK, le dimanche midi, on est en famille, on va boire un thé. Et en général, c'est quand même les mêmes thés qui ressortent selon la saison. En ce moment, c'est Rendez-vous pour le thé, qui est un thé que j'adore et qui est à base de caramel salé, pécan et date. Ok. Voilà, très gourmand. J'adore. Voilà. Oui. Ok. Donc toi aussi, dans ta définition de la gourmandise, tu mettrais du caramel. Enfin, tout ce qui est thé Plutôt. noir qui va être Moi, caramel, je mettrais plutôt, cacao et tout compagnie. à fait. Voilà. Donc, effectivement, c'est une vraie tradition familiale, du coup, chez toi. Ah oui, 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 tout à fait, vraiment. Si t'étais un des thés de Benjamin Barton, tu serais lequel? Eh bien, j'aime bien le luxury dont on a parlé Ok. tout à l'heure, parce vrai que qu'il je est pas trouve mal. que c'est quand même un thé de Noël à la base. Hein. Donc, je rappelle, marron glacé, sirop d'érable, abricot confit. Mais qui change des thés de C'est Noël ça. classiques. Je trouve un peu sympa, un peu différent. En même temps, il est hyper réconfortant Mm. et je l'aime bien. Il a le côté un peu sexy des thés de Noël qui changent. J'aime bien le luxury. Ouais, c'est ça. Et puis effectivement, qui change, qu'il n'y a pas les épices C'est ça. qu'on connaît et tout. Non, je suis d'accord, il est très très bon. C'est ça. Est-ce qu'il y a un thé parfait pour un afternoon tea parisien? Mhm. En ce moment, on va dire, En on ce est au mois de moment, janvier, fin janvier, très avec la bien. galette, tiens. Avec la galette, magnifique. Alors, avec la galette, je pense à Tout en douceur. Voilà. Donc, ça, c'est un super thé que je conseille aussi et qui sort des sentiers battus, qui est avec du rooibos, de la verveine, du thé noir et on a des notes d'amande, un peu de frangipane. Donc, avec la Ok. galette, si on veut faire un ton sur ton, c'est magnifique. Et puis après, il a plus ou moins, on va dire, un thé vert qui peut s'en rapprocher, qui est Tout contre toi et qui, lui, est un thé poire-amande. Donc, pareil, si on aime être sur le ton sur ton, ça peut être très sympa. Qu'est-ce que ça représente le thé pour toi? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, du coup, je dirais un peu comme je disais tout à l'heure que c'est vraiment un moment de partage. Donc, que ce soit, moi j'en parlais, ok, dans ma famille, on a compris, mais aussi dans le monde entier. Enfin, je veux dire, c'est un peu, c'est la boisson de l'hospitalité. C'est-à-dire que quand on est au Maroc, par exemple, on nous reçoit avec un thé vert marocain à la menthe qui n'a rien à voir avec tous les thés verts qu'on peut boire partout ailleurs dans le monde. Au Japon, on mange avec le thé, donc on partage un repas. En Chine, en Inde, c'est vraiment pour moi, c'est une boisson de partage, encore plus que le café, parce Ouais, que on va en Argentine. voilà, par exemple en Argentine, du coup aussi en Afrique du Sud, mais parce que on va avoir un peu cette idée de se faire une théière et de se partager une théière. Ce qu'on va moins faire pour le café, dans l'esprit un petit peu du collectif, on va faire aujourd'hui des doses un peu individuelles de café. Je trouve que le thé a ce côté, voilà, moment où on partage, un moment où on prend le temps, encore une fois, et on peut l'adapter aussi, comme on disait tout à l'heure, voilà, plus ou moins au moment de la journée. Quand je dis du thé, ça peut être aussi partager sa tisane. Bon, bah voilà, pour moi c'est le moment de partage et un peu le cérémonial qu'il y a autour du thé. Oui, puis ce qui est assez incroyable, je trouve, c'est que chaque pays a ses spécificités de préparation, de dégustation, de justement, je pensais à l'Argentine avec leur Les matés, ouais, les c'est ça, leur calebasses. calebasse, etc., qui va encore être très différent Tout à fait. au Maroc, qui est dans les petits verres. Enfin, Tout à fait, je trouve avec beaucoup de qu'effectivement, il y a, sucre. ouais, Tout à fait. Ah oui. et je trouve ça c'est assez rigolo à analyser. Oui. Parce que je sais pas, effectivement, peut-être qu'il y a un peu moins avec le café quand même. Enfin, c'est très différent, mais Moi, c'est l'image que j'en ai, en tout ouais. cas, du café un peu plus individuel, entre guillemets, que le thé. Oui, puis parce c'est surtout que... un peu plus, enfin, au-delà d'individuel, un peu Mhm. plus, comment dire, uniformisé. Enfin, dans le sens où le résultat du café, finalement, a un goût un peu... Enfin, non, parce qu'en même temps, entre Je suis les pas une cafés très grande américains, etc., il va y consommatrice avoir de des café, mais je crois qu'il y a quand même vraiment des typicités aussi assez c'est vrai. intéressantes sur les terroirs et tout. J'ai des grands consommateurs de café autour de chez moi et je crois que s'ils nous entendaient dire ça, Oui, c'est ils ça, seraient je pas pense contents. que... non, c'est vrai. Mais voilà, c'est un peu le côté un petit peu différent. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que ça témoigne beaucoup de la culture Oui. de chaque pays. J'ai 5 dernières questions. Plutôt thé blanc ou thé vert? Blanc. Thé nature ou thé parfumé? Depends. Allez, nature. Fleuri ou épicé? Fleuri. Au petit déjeuner ou en fin d'après-midi? Au petit-déj. Et Malzerbe ou Anami? Qui sont du coup deux d'été. Un ami.
Ok. Incroyable. J'invite tout le monde à déguster Anami. C'est un bouquet de fleurs en bouche, c'est incroyable. Et pour redire du coup à quoi est-ce que ce sont ces 2 thés Ces 2 dont thés. on n'a pas parlé? Tout à fait. Alors le malzerbe, on est sur un thé vert. Pour le coup, il existe aussi en noir, attention. C'est donc fruits de la passion, pêche des vignes et fraises des bois. Délicieux. Excellent, Ouais, vraiment. Et c'est je le premier que l'adore. j'ai goûté et je l'ai... Vraiment, là, c'était un... J'avais pas dit ce que j'aimais, mais là, on est bien. Et Anami, on est sur fleurs de mauve, fleurs de jasmin, fleurs de bleuet, hélitrope. Vraiment un bouquet de fleurs, quoi. Merci beaucoup. Qui t'as envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Qui est-ce que t'aimerais bien entendre? Dans l'univers du... ça peut être du coup du thé, du café, enfin du sucré un peu élargi, tu vois. D'accord. Oula. Bon, assez instinctivement, je ne sais pas si le chocolat rentre en compte. Si. On pourrait, voilà. Bien sûr. Eh bien, je dirais la Maison Cluzel, pour le Très coup, qui est une entreprise familiale, voilà, qui travaille dans le chocolat, qui fait d'excellents chocolats. Et j'y pense parce que je viens de terminer notamment une boîte d'exclusifs de chez eux, qui sont des chocolats juste à tomber par terre. Et voilà, je pense que ça pourrait être très intéressant, et notamment Marc Cluzel, qui dirige cette société avec beaucoup de passion, et je pense qu'il a beaucoup de choses à transmettre. Écoute, parfait, merci beaucoup. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Eh bien, buvez du thé, partagez des bons moments, régalez-vous bien et rigolez. Riez, rigolez, et voilà. Et testez du coup de boire du thé très infusé. Ça Testez fait... si vous voulez sentir l'ivresse. Merci beaucoup. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!